Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver et surtout d'accueillir un personnage, on peut dire, puisqu'il s'agit de Michel Kishka. Kishka, si j'écorche votre nom, ça ne va pas du tout aller. Pour commencer l'émission, vous êtes auteur de BD et dessinateur de presse. Vous êtes très connu pour ça en Israël d'ailleurs. C'est vrai, bonjour Cathy, ça va ? Ouais, et vous, ça va ? Oui, ça va. Moi, j'essaie de ne pas écorcher mon nom. C'est mieux que moi. Et moi, je les écorche tous. Donc, voilà. Donc, on vous a accueilli aujourd'hui parce qu'on voulait dérouler un peu le fil de votre histoire. D'accord. Et surtout de votre histoire d'Alia. Voilà. Et comment, quand on n'est pas né en Israël, quand on a une autre vie, on arrive, on s'intègre dans le pays. Voilà. C'est vrai, c'est toute une histoire. Hein. Et parce qu'en fait, chaque Alia, c'est une histoire. Chaque Alia, c'est un monde. Et aujourd'hui, on parle de l'Alia. Et on parle de l'Alia, par exemple, quand on parle de l'Alia de France, notamment, hein, puisqu'on est sur une chaîne francophone. Bien sûr que ça me touche. Bien sûr que ça me touche. Mais quand on parle de l'Alia de France, on parle beaucoup de l'Alia de France ces dernières années, toujours dans la perspective des événements qui se sont passés en France vis-à-vis de la communauté, d'une montée de l'antisémitisme, des attentats, etc., etc., etc. Moi, je suis monté en février, ça fera 44 ans, février 2018. Donc, je commence à être vraiment un vétéran. J'ai quand même passé 20 ans en Belgique et ça fait 44 ans que je suis en Israël. Donc, la majeure partie... Vous êtes plus israélien, en fait, on va dire aujourd'hui. Je suis les deux. Je suis les deux à part égale. Malgré le temps passé. Non, c'est-à-dire, culturellement, je suis les deux. Mais je suis entièrement israélien. Je ne vote pas en Belgique. D'accord ? Je ne m'intéresse pas tellement à la politique belge, qui ressemble parfois à la nôtre. Hein, les Wallons et les Flamands, c'est comme les Israéliens et les Palestiniens. Non, je rigole. Bon, mais bon, moi, mon Alia, elle est venue d'un idéal très différent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Alia qui est aussi sur fond religieux, d'accord ? Sur fond de terre promise, la terre du peuple élu, qui a été donnée par Dieu, etc., etc. Il y a beaucoup de raisons bibliques, historiques, judaïque qui donne à beaucoup de juifs le sens de leur alia. Et moi, ça a été complètement différent. Oui, et puis aussi une alia parce que Israël aujourd'hui est un peu la start-up nation, parce que ça attire, parce que ça marche. Et puis, il n'y a pas forcément un fond historique ni religieux. Il y a aussi des gens qui arrivent parce que, pourquoi pas, plutôt que d'aller aux États-Unis, on va venir en Israël. On ne sait pas toujours pourquoi. Il n'y a pas de fond idéologique, en tout cas. Pas toujours. Toutes les raisons d'alia sont bonnes. Sauf ceux qui qui essaient d'échapper à la loi dans leur pays pour des tas de raisons, d'accord ? Mais à part ça, tout est justifié, d'accord ? Chacun a les raisons qu'il a. Et j'ai pas à les critiquer, j'ai pas à les juger, mais je pense que c'est intéressant que j'explique un peu quels ont été moi mes motifs, parce que, voilà, jeune, j'ai été à la Shomer HaTzaïr, je suis né dans une famille juive, ashkénaze, de survivants de la Shoah, en Belgique, en 1954. On n'était pas pratiquants, mais bon, une fois par an, j'allais quand même à la synagogue avec mon père, à Kippour. C'est juste des Kippour, ce qu'on appelle. Voilà. Mais quand j'ai eu 11 ans, je suis rentré à la Shomer HaTzaïr, qui était le seul mouvement de jeunesse juif qui existait à Liège. Je suis de Liège, je ne suis pas d'Anvers ou de Bruxelles. C'est pour ça que je suis ni diamantaire ni avocat, d'accord ? Je suis dessinateur. Tant mieux pour nous. Et là, dans ce mouvement de jeunesse, on parlait d'Israël, on parlait du kibbutz, parce que c'était un mouvement sioniste, socialiste. Et finalement, le but des shlichim qui étaient envoyés d'Israël en Belgique pour diriger le mouvement, c'était de vous faire tous monter en Israël. De nous proposer à un moment où on était capable de prendre des décisions seuls, d'aller vivre en Israël dans un kibbutz. Et à l'époque, 1974, l'État avait 26 ans. Le kibbutz était très fort au niveau de la société civile israélienne, au niveau de l'économie israélienne, au niveau de la vie intellectuelle israélienne. Il était beaucoup plus fort qu'il n'est aujourd'hui. Hein, c'est un peu normal. Et moi, je me plaisais bien au mouvement parce qu'on faisait des jeux de ballon, des jeux, des fois... Puis on avait des copains. Des jeux intellectuels. On avait des copains. Et puis, on partait en camp. Camp d'été, camp de Hanouka et camp de Pessah. 3 fois par an. Je partais pour 2-3 semaines ou camper dans des auberges de jeunesse avec des jeunes de mon âge, et un peu plus jeunes et un peu plus âgés, loin des parents. On était entre nous, on faisait des jeux de piste, on faisait
C'était passionnant. On faisait des fêtes, on apprenait à chanter. J'apprenais des chansons en hébreu, en phonétique. Je comprenais pas les paroles, mais je connaissais les airs, des danses folkloriques israéliennes. Donc on était en Belgique, mais j'avais déjà une partie de ma tête qui était en Israël. Et puis en 69, c'est-à-dire quand j'ai eu 15 ans, le camp d'été, traditionnellement, quand on était dans le groupe d'âge de 15 ans, ça se passait dans un kibbutz. On nous envoyait, on était 35, je pense. Donc 30, 1969, 35. C'est le premier voyage au kibbutz de Michel Kichka. C'est la première fois que je prenais un bateau et un avion de ma vie et que je suis venu pour 6 semaines en Israël. C'est ça, c'est l'image qu'on voit à l'écran. Oui, absolument. Là, c'est avec notre belle chemise bleue du mouvement, avec le lacet blanc, parce que le lacet rouge, c'était le dror. Il ne fallait pas qu'on se confonde. Mais grosso modo, les idéologies étaient les mêmes. Ouais. On était tous des jeunes sionistes socialistes. Voilà. Et je suis tombé amoureux d'Israël. Je suis tout simplement Premier voyage, je suis tombé amoureux. C'était un coup de foudre. J'ai senti, c'était un pays que je ne connaissais pas, dont je ne parlais pas la langue, mais je sentais que c'était mes racines. Que finalement, pour peu que je pouvais réfléchir déjà à l'âge de 15 ans, je savais qu'à l'origine, ma famille avait fui la Pologne, que mes grands-parents s'étaient installés en Belgique, mais que mon pays, c'était ni la Pologne ni la Belgique. Mon pays, j'ai senti que c'était Israël. Et je savais, en rentrant de ce camp d'été en Belgique, dans l'avion qui m'amenait vers Bruxelles, j'ai su qu'un jour, je viendrais m'installer ici. Alors pourtant, lorsqu'à 18 ans, il fallait prendre la décision de venir, parce que c'était la suite comme ça, ça se passait comme ça au mouvement de jeunesse, oui. De venir choisir, de faire son alia, de s'installer au kibbutz, etc., vous traînez des pieds et puis vous dites non. Oui, c'est-à-dire au mouvement, on demandait de nous, on exigeait de nous, on demandait de nous engager. Après notre bac, parce qu'il fallait qu'on ait tous notre bac, c'était important, de faire mon alia dans un kibbutz. Et je n'étais pas encore mûr pour prendre une décision à cet âge-là. Ça me paraissait un peu tôt, ça me paraissait un peu précipité. Donc j'ai dit, écoutez, moi je ne suis pas très sûr. Alors on m'a dit, bon, écoute, au revoir. Et j'ai quitté le mouvement. J'avais plus ma place au mouvement. C'était dur, ça. Oui, mais je m'y suis fait. Suis fait. Et puis finalement, j'ai continué ma petite vie de lycéen et puis d'étudiant. J'ai commencé des études en Belgique. J'ai commencé des études d'architecture. J'étais très heureux, j'étais très très bien. Et je savais que quand je serais architecte, je viendrais m'installer en Israël. J'avais vraiment ce plan de vie quelque part... Dans la tête. Comme on dit, in the back of my mind. Je savais, c'était là, c'était installé. Il faut aussi que je dise qu'en 70, ma grande sœur a fait son alia, avec tout un groupe d'aléas de Belgique et de France, dans un kibbutz. Donc elle avait déjà, on va dire, ouvert la porte, quoi. Vous, c'était dans un coin de votre tête, mais elle avait réalisé... Elle avait montré que c'était possible. Ouais. Elle avait montré à la famille, à mes parents, qu'on peut un jour se lever, prendre sa valise, dire au revoir et aller s'installer ailleurs. Donc ça a été quelque chose de fort pour moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, tous les étés, je les ai passés chez elle au kibbutz. Je suis venu la voir tous les étés. Et chaque été, me rattachait et me rapprochait encore plus d'Israël. Mais d'un autre côté, j'avais quitté le mouvement. Et j'avais ma petite vie estudiantine. Et quand j'étais en première année d'architecture, la guerre de Kippour a éclaté. Alors là, ça a été le déclic. Et la guerre de Kippour, ça a été pour moi un choc très fort, parce que les 2 premières semaines se sont passées très mal pour Israël. Et moi, tous mes anciens madrim, tous mes anciens moniteurs étaient au front. Parce qu'eux, ils avaient fait leur alia au kibbutz, ils avaient fait l'armée, ils étaient soit dans les chars, soit dans d'autres unités. Un de mes anciens moniteurs a été fait prisonnier au canal de Suez, en Égypte. Mon cousin, j'ai un cousin en Israël, a été blessé dans son tank au Golan. Ma sœur était seule, son mari était dans son tank au Sinaï ou au Golan. Je sentais le pays était en danger. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu me porter volontaire, mais Israël avait besoin surtout de réservistes. Moi, j'avais pas fait l'armée, donc je pouvais pas être utile. Une recrue pas tellement intéressante. Voilà, je pouvais pas être utile à Israël. Le pays n'était pas ouvert à tout le monde. Et je me suis dit, puisque je peux pas être utile à Israël, je vais au moins être utile à ma sœur. Et je suis venu voir ma sœur. Pour l'aider. Pour rester avec elle, pour qu'elle ne soit pas seule. C'était comme maintenant, c'était Noël Nouvel An, donc j'étais en vacances. Et j'ai passé Noël Nouvel An en Israël avec elle et mon neveu qui venait de naître, qui a 44 ans aujourd'hui, pour faire connaissance de mon neveu. Et pendant ce séjour, j'ai décidé que je changeais mon plan de vie, que je faisais mon alia maintenant. J'avais un peu prospecté pour voir quelles écoles il y avait en Israël. J'ai vu qu'il y avait une belle académie à Jérusalem qui s'appelait Betzalel, où je pourrais faire encore mieux que l'architecture. C'était du dessin.
Pour moi, c'était mieux. Vous aimiez déjà le dessin? Je voulais en faire. Ouais. Mais tout le monde m'avait dissuadé. En Israël, encore pire. On imagine que être dessinateur en Israël à l'époque, c'est n'importe quoi. On ne peut pas en manger. C'est vrai, mais en Belgique aussi. En Belgique aussi. En Belgique, vraiment, tous les adultes avec lesquels je parlais me disaient non, il faut que tu aies un métier. Le dessin, c'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est sûr. Ça nourrit pas son homme, c'est pas un métier. Alors j'ai été docile. J'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés. Je me suis dit bon, ben, je vais faire l'architecture. Et quand j'aurai mon diplôme, je ferai du dessin. Si ça marche pas, je serai architecte. Voilà. Et puis finalement, c'est Israël qui vous a donné l'opportunité de faire en fait ce que vous aviez vraiment envie, c'est-à-dire du dessin grâce à Bezalel. Je suis rentré en Belgique, j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai décidé de faire mon alia maintenant, il n'y a rien qui me retient. Je peux continuer mes études en Israël. Et eux qui avaient déjà vu partir leur fille aînée, ont accepté que leur fils parte après. Donc ça a été... Pourquoi je vous dis ça? C'est un coup dur quand même. Parce que je suis papa, j'ai 3 enfants, 3 grands. J'imagine la difficulté quand même quand un enfant vous dit qu'il quitte son pays, d'accord? Donc ça n'a pas dû être facile pour eux, non. Mais ils ont compris que j'étais très déterminé. Ils ont compris que j'étais pas seul, parce qu'il y avait quand même ma sœur ici. Et voilà, je suis parti vraiment en emmenant avec moi ma collection de bandes dessinées, ma collection de disques, mon matériel de dessin et une brosse à dents. Voilà, grosso modo, et quelques vêtements de rechange. Et j'ai fait mon alia, j'ai appris l'hébreu dans un ulpan, et je me suis inscrit à Bezalel, et j'ai été admis. Alors, admis à Bezalel, 4 ans d'études passionnantes, c'est le moment où vous découvrez la société israélienne, la vie estudiantine, l'hébreu. Oui. C'était génial cette époque? Écoutez, pendant ces 4 années, qui étaient les 4 années où j'étais ce qu'on appelle Oleh Hadash, nouvel immigrant, j'ai appris le métier que je voulais. J'ai bien sûr assimilé la langue, l'hébreu, qui est une langue que j'adore. J'ai rencontré ma femme, on s'est mariés et on a fait un bébé. C'est pas mal, hein, en 4 ans. J'ai fait un diplôme, un mariage et un bébé. Donc c'était waouh. C'était vraiment 4 années. Danse, romantique. Qui était en fait Voilà, ça a été mon tremplin dans la vie ici. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est génial, c'est que dans toutes les époques, toutes les aliotes, on va dire, tout le monde, au début, les premières années, elles sont toutes pleines d'effervescence et très riches. Voilà, pour tout le monde. Et c'est toujours touchant, je trouve. Oui, parce que vous savez, on vient souvent en Israël. On est un peu, quelquefois, abreuvé par des slogans de l'agence juive ou d'autres. En fait, on ne sait pas vraiment où on vient. On ne sait pas vraiment où on vient. Parce que, voilà, ici, c'est quand même le Moyen-Orient. Et la France et la Belgique, c'est pas tout à fait le Moyen-Orient. Et quand on est européen... Ça a changé quand même. Européen occidental... Oui, mais moi, je parle de l'époque où je suis venu, oui, d'accord ? Ça, c'est sûr. Il faut se mettre au diapason de la société israélienne. Les mœurs ne sont pas les mêmes, les comportements sociaux ne sont pas les mêmes, les règles de politesse ne sont pas les mêmes. Rien n'est la même chose. C'est pas que la langue. Les codes ne sont pas les mêmes, on comprend. Les codes, voilà, les codes sociaux. Et sans parler de la cuisine. D'accord ? Moi, je mangeais pas trop mousse en Belgique, je savais pas ce que c'était. J'avais jamais mangé une pastèque de ma vie. Et tout ça, en fait, ça a été pour moi un tel délice de devenir israélien que j'ai eu une intégration, mais comme si j'étais venu avec un chausse-pied et qu'Israël était une grande chaussure. Voilà, je suis rentré dedans, paf. Ça s'est vraiment très bien passé. Alors, c'est le cas de le dire parce que à la fin de vos 4 années d'études à Bezalel, eh bien, vous participez à un projet. Voilà, un projet pour les 30 ans d'Israël. Exact. Et ça va être très, très important pour vous. Exact. J'étais en 4e année, donc dernière année à Bezalel en 1978, et c'était les 30 ans de l'État d'Israël. Un des projets qu'on avait reçus en classe, c'était « Faites quelque chose qui traduit... Qui traduit le pays pour célébrer les 30 ans d'Israël. On pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait faire une affiche, on pouvait faire une campagne, on pouvait faire un logo, on pouvait... C'était forcément du dessin ? Oui. C'était forcément du design. Du design, voilà. D'accord. J'ai fait des études de design. Donc il fallait... Mais l'illustration fait partie du design, parce que c'est de la communication visuelle. Donc moi, justement, étant venu avec mon bagage franco-belge de bande dessinée, avec les influences qui avaient été les miennes quand j'étais plus jeune en Belgique, je me suis dit, voilà, en tant que jeune Israélien, nouvel Israélien, mais étant un peu en dehors de la société, puisque je suis nouvel immigrant, je vais un peu montrer aux Israéliens... Comment je vois la société israélienne. Comme je les trouve marrants.
de vivre comme ça, l'un sur l'autre. Alors moi, j'adore ces dessins-là. Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connu il y a quelques années. C'est des dessins très connus, franchement, sur Israël, dans des situations variées, on va dire. Et ça traduit bien le balagan, comme Voilà. on dit, ambiant. Voilà. Et en On les fait, voit à l'image. C'est quoi celui-là? c'est le tout premier que j'ai fait en 78. C'était le trafic dans une rue à Tel Aviv, ou dans une rue en tout cas israélienne. Parce qu'en fait, ici, les Israéliens, bon, il faut que les gens le sachent, hein, ils ne respectent pas tellement la signalétique. Ils klaxonnent, ce sont des gens nerveux. Il y a une espèce de désordre organisé en Israël, d'accord? Ouais, c'est bien dit, ça. Et les touristes, quand ils viennent, ils se rendent compte. Ils entendent, au bout d'une journée, ils en ont entendu des coups de klaxon, entre autres. Alors, céder le passage aux piétons, c'est pas évident. Les rues n'étaient pas toujours très propres. Enfin, je veux dire par là, tout ce qui était différent de ce que j'avais connu en Belgique. Vous l'avez mis dans vos dessins. Je l'ai mis dans mon dessin. Alors, ça a marché? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été pour les Israéliens un regard totalement original sur leur société. Jamais ce que j'avais fait n'avait été fait par quelqu'un d'autre avant moi. C'était un peu ça. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Moi, je n'ai fait que ce que je savais faire. Dessiné à la franco-belge. Ouais, mais voilà. C'était impressionnant. Et puis, en plus, vous l'avez après décliné à d'autres endroits, d'autres villes, voilà, d'autres lieux. Je pense à l'avion d'Elal, qui est très, très drôle. Ce travail, il a vraiment été ma carte de visite des 10 premières années de ma carrière professionnelle. J'ai trouvé un éditeur. Ça vous a ouvert les portes en Israël? Ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait connaître, ça m'a fait voyager. Ça m'a fait sortir de moi-même le meilleur que je pouvais donner en tant que dessinateur. Jusqu'à ce que ça s'épuise un peu et puis que d'autres domaines commencent à m'attirer d'une façon sérieuse. En parallèle, j'illustrais des livres d'enfants, ouais. Mais je ne faisais pas encore de la caricature politique. Comment c'est venu justement la caricature D'abord, je ne me politique? sentais pas prêt encore à faire la caricature politique. Vous aviez envie déjà? J'étais pas sûr. J'étais pas sûr parce que les dessinateurs... Enfin, ancien du mouvement Shomer Hatzair, vous deviez être quand même sensible aux questions politiques, aux sujets, oui. aux débats d'idées, tout ça. C'est sûr, d'autant plus que pendant mes études, en 77, il y a eu ce qu'on a appelé le Mahapar, c'est-à-dire le Likoud est monté au pouvoir exact. avec Begin. Et il m'a fallu quelques années pour comprendre ce que ça a signifié, finalement. Parce que j'étais encore très novice. Moi, je suis monté dans un petit pays socialiste. Et tout d'un coup, je me retrouve dans un pays qui est plus socialiste, où les choses changent. Donc, le temps qu'il m'a fallu pour comprendre un peu ce qui s'était passé, à un moment donné, j'ai été prêt à être dessinateur, mais je n'étais pas sûr que je voulais, parce que je voulais avoir une activité diverse. Je voulais continuer à dessiner des villes, à faire de la bande dessinée, à illustrer des livres d'enfants. Je ne voulais pas faire que de la caricature. Les caricaturistes que je connaissais... Parce que quand on est francophone, on n'aime pas rentrer dans une case. On veut pouvoir tout faire. Il y a ça ou pas? Il y a ça, mais ce n'était pas que ça. C'est que, en général, les dessinateurs de presse ne faisaient que du dessin de presse. C'est ça. Ils avaient leur bureau au siège du journal, et tous les jours, ils faisaient un dessin. Et moi, je trouvais que ce n'était pas passionnant comme vie. Je voulais plutôt continuer à faire toutes les choses que je faisais en parallèle. Mais voilà, en 97, d'accord. En 97, la deuxième chaîne israélienne a commencé à diffuser des émissions du matin. C'est pas un petit peu avant, non? 97? La deuxième chaîne, oui. La première chaîne l'avait fait avant. Et la deuxième chaîne qui venait de naître a décidé de faire concurrence à la première et de commencer ses émissions aussi à 7h du matin avec les morning news. Ouais. Et pour donner un format original à leur émission, pour attirer un audimat, je ne sais pas comment ils sont arrivés à moi. Si, parce que j'étais connu pour d'autres dessins que je faisais. Ils m'ont dit, voilà, on aimerait que tu viennes. On va faire un pilot. On va faire une émission non diffusée. On aimerait que tu fasses un dessin politique pendant que les journalistes interviewent leurs invités, parlent et commentent l'information. J'ai dit, je veux bien. J'ai fait un essai. L'émission a été bouclée. Elle a été mise en boîte sans être diffusée. Et ils m'ont dit, c'est très bien, tu reviens demain. Et en fait, je suis devenu dessinateur en étant dessinateur. Finalement, je venais tous les matins et j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Quoi, vous avez appris votre métier en le faisant. C'est ça? Parce qu'il a fallu que j'apprenne à condenser mon idée d'une façon forte, qui soit compréhensible par un audimat dans lequel il y avait des enfants. Et en peu de temps en plus. Des enfants, des parents pressés qui partent au travail, des retraités, de tout. Et aussi que je trouve aussi les moyens de le commenter, parce qu'à la télévision, en plus du dessin, il fallait commenter. On me donne la parole. Donc il a fallu que je prenne cette parole.
et que je dise des choses. Et que ces choses-là ne soient pas simplement expliquer mon dessin, comme si les gens ne l'avaient pas compris. Donc, j'ai appris petit à petit à parler, à commenter, à avoir des échanges avec le journaliste. J'ai commencé à participer au monde de la presse en étant dessinateur. C'était chouette comme période. Très, très intéressant. Et mes dessins sont allés en s'améliorant avec le temps. J'ai senti que ça commençait à devenir mieux, que je commençais à connaître mon métier mieux qu'avant. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'envoyer mes dessins aussi, parce qu'il y avait déjà Internet, d'essayer de les faire connaître en dehors d'Israël. Et vu que je suis francophone, je scannais les dessins que je faisais à l'antenne, je changeais dans la bulle le texte hébreu en texte français, et c'est comme ça que j'ai contacté Courrier International, TV5 Monde, et que j'ai commencé à avoir aussi des dessins publiés en dehors d'Israël. Dans d'autres supports. Aux États-Unis, aussi. Mais beaucoup en France et en Belgique. Alors ensuite, ça a duré quand même un bout de temps, cette aventure télévisuelle. 10 ans. Oui, c'est ça. Donc, 10 ans, oui. Après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. La chaîne a fermé pour des raisons commerciales qui n'étaient pas liées à mes dessins, j'espère. Mais c'était trop tard. Pour moi, ça ne voulait pas dire j'ai plus de chaîne, donc j'arrête d'être dessinateur. Ça y est, j'ai découvert que j'avais la fibre, que je l'avais en moi. Et par tous les moyens possibles, j'ai continué à faire ce travail sur d'autres plateformes. Alors, ce dessin, il date de cette époque-là ? Oui, absolument. Ouais. Vous savez, ce sont des dessins qui avaient 40 cm sur 60, faits à l'aquarelle en direct. Donc, j'avais 1h30 pour réaliser un dessin. Et la caméra ne venait à moi que quand il était fini. Quand je commençais et quand je finissais. Ouais. Le reste du temps... Donc ça, ce sont des dessins qui ont été réalisés en 1h30. Celui que vous avez vu avec Sharon. Oui, avec Sharon. Oui, ça a été réalisé, voilà. C'est une parodie de la couverture des Cigares du Pharaon de Tintin. Ah ben décidément, c'est d'actualité. Parce que ce jour-là, c'était l'anniversaire de Sharon et c'était aussi l'anniversaire de Tintin. Ils avaient tous les deux, je ne sais plus si c'était 70 ou 75 ans. Il faut que je revoie quand j'ai fait ce dessin. Et donc, j'ai décidé de mettre Sharon. Et les cigares du pharaon, ce sont des bâtons de dynamite. Et les momies, ce sont tous les dirigeants palestiniens que Sharon souhaitait voir momifiés. Voilà, donc pour moi, c'était réunir mes deux mondes. Ma belgitude et le fait que je suis israélien, que je suis ici et que je commente ma politique. Et une façon aussi de critiquer la politique de Sharon. Alors après ce temps, après ces dessins de presse, où là vous vous affirmez comme vraiment dessinateur de presse, il y a une association qui se monte et auquel vous êtes très attaché, je crois, et toujours partie prenante, c'est Cartooning for Peace. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre ça s'est monté, pourquoi vous avez tenu à y participer? Voilà, d'abord, j'ai fait la connaissance de Plantu en l'an 2000. Mm-hmm. Je l'ai contacté moi-même un jour. Je lui ai envoyé quelques dessins en disant, voilà, je suis belge, j'habite en Israël, je suis israélien aussi, voilà ce que je fais, j'aime ce que tu fais. Il m'a envoyé un bouquin avec une dédicace et il m'a dit, la prochaine fois que tu passes à Paris... Viens me voir. Plus que boire. Voir. Voilà. Plus on va déjeuner ensemble. Ok. Voilà, et on est devenus copains. Et tout d'un coup... Début 2006, il y a les émeutes qui ont suivi la publication des caricatures de Mahomet dans le journal danois. Et Plantu est interpellé par ce qui se passe. Ça touche le dessin de presse. Plantu est à la une du Monde. Et il était en contact avec Kofi Annan, qui était secrétaire général des Nations Unies. Et il parlait un jour de faire un colloque sur le dessin de presse aux Nations Unies. Et Kofi Annan lui dit, voilà, il y a une occasion, il y a des émeutes, il y a des morts à cause de dessins publiés dans un journal. On va faire une journée sur le dessin de presse aux Nations Unies. Ils ont décidé d'une date, c'était le 12 octobre 2006. Pour moi, c'est une date historique. Et il a proposé à Plantu d'inviter 10 dessinateurs. Et il m'a tout de suite téléphoné, il m'a dit, est-ce que tu viens si je t'invite ? Et il faudrait aussi faire venir un Palestinien. Et il y aura aussi des dessinateurs africains, asiatiques, américains, pour que le monde soit représenté. Et en fait, et un Danois. Et donc, ça a été le début d'une aventure. Donc, on a été invité à New York par les Nations Unies, et on a eu un séminaire d'une journée qui s'appelait « Désapprendre l'intolérance ». Il y a beaucoup de dessinateurs de presse palestiniens. Oui, il y en a beaucoup, bien sûr. Mm-hmm. Il y en a beaucoup, et palestiniens, et dans le monde arabe, il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'en connais... J'ai deux grands collègues palestiniens, mais un est décédé il y a 2 ans.
avec lesquels on est membre de cette association. On s'est rencontrés quelques fois avant l'Intifada, mais quand Cartooning for Peace est né en 2006, alors là, on s'est investi et on était invités ensemble à des colloques. Et en fait, on intervenait dans des colloques face à des publics différents, qui pouvaient être des jeunes, des étudiants ou des publics adultes. Et le public était surpris de voir un Israélien et un Palestinien assis à la même table, sans se taper dessus. Voilà, parce que on est chacun, quelque part, malgré nous, un peu des ambassadeurs, entre guillemets, de nos pays, mais on est aussi un autre visage. On n'est pas le pouvoir en place, et on n'est pas des porte-parole de nos gouvernements. On est des porte-parole de notre parole en tant que citoyens libres, en tant que libres penseurs, en tant que gens qui sont prêts à se parler, à échanger, à ne pas être d'accord, mais dans le respect l'un de l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas dans la politique. Et tout ça m'a vraiment appris à devenir un homme encore plus ouvert, encore plus conscient de ce qui se passe dans le monde, de mieux connaître le monde. Parce que quand on est dessinateur et qu'on dessine derrière sa table, on dessine le monde qu'on voit sur son écran. Les infos qu'on voit sur son écran de télévision, sur son écran d'ordinateur. Mais quand on voyage, on rencontre la réalité. Et quand on rencontre la réalité, tous les stéréotypes s'avèrent faux. Oui, c'est sûr, j'imagine. Alors surtout que Cartooning for Peace, vous avez fait de nombreuses expositions, vous avez tourné dans le monde entier. Énormément. C'est toujours vous pouvez très suivi. Absolument. Proposer aux auditeurs d'aller sur le site. Oui, bien sûr. Vous avez même publié un livre aussi. Cartooningforpeace.org, c'est pas compliqué. Et le nombre d'activités pédagogiques, et le nombre d'expositions, et le nombre de publications qui sont faites, c'est un chiffre exponentiel incroyable. Et, donc ça a été très important pour vous, cette... Très, très, très important, parce que on est aujourd'hui... Humainement, en tant qu'Israélien, en tant que personne, en tant que... Tout à la fois. Tout à la fois. Vraiment, D'abord, il y a de vraies amitiés qui se sont développées. Plantu est vraiment un ami. Et je suis vraiment content de l'avoir comme ami. Mais il n'y a pas que lui. On est 162 dessinateurs. Oui, tout à fait. Je ne les connais pas tous. Je connais le travail de tous. Mais je connais au moins la moitié personnellement. Parce qu'on a eu tellement d'occasions depuis 2006, selon qu'on était en Suisse, en Belgique, en France, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Turquie ou ailleurs, en Corse, dans une rencontre professionnelle, j'ai finalement rencontré au moins la moitié de ces collègues-là. Et par exemple, j'ai un ami au Burkina Faso, j'ai un ami en Côte d'Ivoire, j'ai plusieurs amis, des amis en Algérie. Quand il y a un problème chez eux, en Turquie, la première chose que je fais, je leur écris un mail pour savoir ce qui se passe. J'ai un très bon ami à Istanbul. Quand Erdogan a commencé à faire ses grandes purges, d'épuration, entre guillemets, évidemment, des opposants au régime, qu'il continue à faire d'ailleurs, tout de suite je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a envoyé des chiffres réels dont on ne parlait pas dans les médias. Et parce que je suis inquiet pour lui aussi, je suis inquiet pour sa liberté d'expression, parce qu'il est peut-être sur une liste noire. Et donc je peux me tenir au courant directement de personne à personne par des amis. Et je suis aussi souvent sollicité, j'imagine. Sollicité par eux. Bah, bien sûr. Quand il y a des pétitions qui sont faites, par exemple, pour soutenir un dessinateur palestinien qui a été arrêté, tout de suite, on me demande mon avis. Ouais. Et je me renseigne pour bien comprendre, pour avoir un avis qui est bien fondé. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment... C'est de plus en plus... L'information, c'est de plus en plus démocratisé. Ouais. D'accord ? C'est compliqué d'avoir de plus en plus difficile de vraies sources. De se faire une opinion, de savoir qui est derrière le site, qui est derrière le journal, quel est l'intérêt de nous faire savoir et de nous faire croire que... Et donc, il y a un vrai travail à faire pour faire des dessins qui sont pertinents, des dessins qui sont justes. Alors, après cette aventure qui continue toujours pour Absolument. vous, évidemment, en 2015, choc terrible, c'est l'attentat de Charlie Hebdo, le massacre de dessinateurs qui ont payé de leur vie, le fait d'avoir été libres dans leur dessin, dans leur moyen d'expression. Exact. Alors là, c'est un jour que je en peux plus, pas vous les oublier. connaissez personnellement. Je connaissais en tout cas 4 des 5. Il n'y a que Sharp que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer. Mais j'avais rencontré plusieurs fois Cabu, que j'aime beaucoup. Wolinski. Tignou, c'était un bon copain. J'étais parti avec lui et Cartooning for Peace en Colombie, à Bogota. Et Honoré aussi. Parce qu'en fait, je vais tous les ans à un grand festival de dessin de presse en France, dans un village qui s'appelle Saint-Just-le-Martel, près de Limoges. Et tout le monde est au rendez-vous là-bas. Donc,
On passe 3 jours ensemble, un long week-end, et ça fait 15 ans que j'y vais tous les ans. Et donc, je les connaissais. Au-delà de ça, c'est encore pire, mais au-delà de ça, c'est rien que le symbole. C'était impensable pour moi. Ouais. C'était impensable qu'une telle chose ait pu se faire, mais d'un autre côté, quand on l'a appris en temps réel, d'accord, quand j'ai su et que j'ai commencé à suivre sur les médias le jour même, sur les médias français, pour savoir ce qu'on disait, et on disait la même chose sur toutes les chaînes, et sur toutes les chaînes, on ne savait rien. On ne savait encore rien. Et il y avait juste la photo filmée du toit. Si vous vous souvenez, des frères Kouachi, très bien, en train de courir vers leur voiture, même pas courir, ils marchaient à l'aise, hein, et d'abattre un flic sur le trottoir. Ça, c'est aussi une scène que je ne peux pas oublier. Mais on ne savait pas qui avait été assassiné, ce qui s'était exactement passé à l'intérieur. Et moi, je ne savais pas à qui demander. Alors, j'ai écrit un mail à T-News, parce que je savais que c'était leur réunion de comité de rédaction hebdomadaire. Et ils faisaient le travail, ils faisaient le journal ensemble ce jour-là. Et je lui ai écrit, T-News, dis-moi que tu es sain et sauf. Il m'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Forcément. Bien sûr. Et donc... Ça a changé votre vision du travail? Ça vous a donné envie de faire des choses plus personnelles ou pas? Ça a fait un certain nombre de choses. Une grande tristesse que je ne suis pas sûr d'être parvenu à avoir totalement surmontée depuis. Sans parler quand je pense à eux, des autres attentats. Bien sûr, parce que le lendemain, il y a eu 7 policières abattues et le surlendemain, c'était Hyper Cacher. Moi, quand on parle de Charlie Hebdo, si je suis dans un colloque, un débat public, je dis toujours, c'est pas que le 7, il y a le 7, il y a le 8, il y a le 9. On ne peut pas parler de Charlie Hebdo sans parler d'Hyper Cacher, on ne peut pas parler d'Hyper Cacher sans parler de Charlie Hebdo. Et ça, en 3 jours, ça a montré quelle était cette idéologie qu'il y avait derrière cette folie terroriste. C'est que, dans un premier temps, on a cru, voilà, c'est les dessinateurs parce qu'ils ont vexé le prophète ou les croyants. Mais les Juifs qui achetaient à Hyper Cacher avant Shabbat, ils n'avaient pas fait de caricature. Donc c'était bien clair qu'ils ont été assassinés juste parce qu'ils étaient Juifs. Mais ils n'étaient pas que Juifs, ils étaient d'abord Français. Et ils ont été assassinés par des Français, pas par des gens qui sont venus d'ailleurs. Donc ça a été quelque chose de très fort. Et je suis énormément intervenu parce que les médias israéliens, me connaissant comme dessinateur francophone, bien sûr, forcément, vous avez... m'ont beaucoup sollicité. Ouais. Et Charlie Hebdo étant un modèle de journal satirique que nous n'avons pas en Israël, donc j'ai été expliqué sur toutes les antennes et à tous les micros qu'on m'a attendu ce qu'est la démocratie, ce qu'est le modèle républicain français, ce qu'est la liberté d'expression et comment il faut comprendre ce qui s'est passé et le voir et répondre à la question peut-on rire de tout et faut-il commencer à avoir peur? Évidemment, peut-on rire de tout? La réponse c'est oui. Faut-il commencer à avoir peur? La réponse c'est non. En principe, ils étaient protégés par la loi parce qu'ils étaient menacés de mort depuis pas mal de temps. Bien sûr. Et il y avait des gardiens. Des gardiens. On connaît tout. On connaît l'histoire. Avait 2 gardes du corps parce qu'il avait des menaces de mort tous les jours, toutes les semaines. Et le bâtiment était surveillé par un flic. Mais quand 2 mecs avec une Kalachnikov arrivent, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ouais, c'est sûr. Donc, moi, de toute façon, ça a été un cataclysme pour tout le monde. C'est le monde avant-après, quoi. Absolument. Et puis, ça n'a pas été bien compris partout. Aux États-Unis, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas cette même compréhension de la satire dans un journal et de cet esprit, qui est un esprit très français. D'accord ? Il n'y a pas Charlie Hebdo partout dans le monde. D'ailleurs, Charlie Hebdo qui avait fait... Ça pourrait exister, un Charlie Hebdo en Israël ou pas ? Où il y a trop de pudeur, il y a trop de... Les gens sont habitués à ne pas tout dire. Aujourd'hui, les gens disent tout sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. La seule raison pour laquelle il y aurait ou il n'y aurait pas un journal comme ça, c'est est-ce qu'il a des chances de tenir économiquement ou non. Il y a la volonté, c'est sûr qu'il y a la volonté. Mais ça ne s'est pas encore vraiment fait. Mais d'un autre côté, il y a un petit essai en couveuse, là, je le sais. On ne sait jamais, il faut voir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les dessinateurs ont tout d'un coup, Charlie Hebdo est devenu mondialement connu. Alors que c'était vraiment un petit journal lu par grosso modo 30 000 personnes en France. Au moment des attentats, il y a eu une période où il tirait à plus que ça, à 100 000. Tout d'un coup, c'est devenu le journal satirique le plus connu du monde. Et tout d'un coup, les gens se sont intéressés à lui. Mais pour répondre à la question que vous m'avez posée, l'édition allemande de Charlie Hebdo vient de fermer.
elle n'a pas tenu la route en Allemagne. Parce qu'il y a un esprit très français, il y a une façon d'avoir cet humour qui est un humour très incisif. Une impertinence très française. Voilà, une irrévérence. Une irrévérence, encore plus juste. Une irrévérence qui est née après la Révolution française, et qui s'est exprimée très fort au moment de la séparation de l'Église et de l'État, qui s'est exprimée très fort au moment du procès Dreyfus en France. Et je pense que c'est une tradition qui a permis, ça a été en fait le terreau sur lequel Charlie Hebdo est né. Et puis Charlie Hebdo, on n'est pas obligé de l'aimer. Hein. Je veux dire par là. Ouais, c'est ce que vous dites en général. Si un dessin dérange, on ne le regarde pas. Mais par contre, depuis les attentats, il y a quand même quelques couvertures de Charlie Hebdo qui ont fait polémique, notamment celle avec le petit. Il y en a eu plusieurs. Aylan Kurdi qui avait été retrouvé, s'était échoué mort sur une plage turque. Ouais. Celle de Tariq Ramadan, etc. Alors moi, je défends toutes les couvertures. Que je les aime ou non, je défends le principe de liberté d'expression d'un journal satirique dans un pays démocratique. Alors ça, c'était pour votre regard, et c'était important d'en parler parce que ça nous a tous bouleversés, ça nous a tous marqués. Et puis il faut rappeler qu'il y a eu Bataclan quelques mois après. Mais bien sûr. On pensait que Charlie Hebdo c'était le pire, et puis après il y a eu Nice, mais ça ne finit pas. Ça, c'est sans fin. Ça ne finit pas. Ouais. Donc on se rend bien compte que ce qu'on croyait être une attaque contre des dessinateurs à cause de dessins, c'était beaucoup plus que ça. Bon, c'est arrangeant pour le gouvernement français de décrire des choses aussi comme ça, mais malheureusement, ils ont été complètement dépassés, quoi. Et on se rend bien compte que c'était quelque chose qui était beaucoup plus grand que ça. Ça s'inscrivait dans un projet contre l'Occident. Mais il y a une guerre, là. Il y a une guerre, clairement. La guerre se fait. Alors vous avez aussi et moi, mené... ma guerre, je peux la faire avec mes crayons. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez mené une autre guerre, c'était quelques années avant, on était en 2012, une guerre pour dire votre vérité familiale et pour, avec vos crayons, peut-être faire la paix avec votre passé, puisque vous êtes issu de la deuxième génération des rescapés de la Shoah, on va dire ça comme ça. Vous avez vécu en Belgique, dans une famille où il y avait beaucoup de non-dits. Oui. Beaucoup, presque que des non-dits, on va dire. Et puis, votre papa vieillissant, vous avez décidé de porter votre histoire familiale, de la mettre en dessin, tout simplement. Vous avez sorti un très beau livre qui s'appelle Deuxième Génération, on en a beaucoup parlé. Il n'y aurait peut-être pas un film, d'ailleurs, qui va sortir suite à ça. Il y a deux choses. Un projet. Exact. Mais voilà, en fait, vous avez appelé ça une guerre. Bon, c'est une guerre, moi c'était la paix en fait en même temps, mais suite à la guerre, vous avez réussi peut-être à faire la paix, on va dire ça comme ça. Oui, enfin, disons que j'avais ce projet en moi depuis très longtemps. Ouais. Je voulais raconter notre histoire familiale, mais je voulais un peu parler de l'histoire de nous, les enfants des survivants. Parce que voilà, on était 4. Ouais, c'est tragique parce que... On était 4 et on a grandi dans l'ombre de la Shoah, sans arrêt. Dans le silence pesant de mon père, dans le silence de ma mère. Et les années passant, j'ai senti qu'il y avait des choses à dire, d'autant plus que mon petit frère s'était suicidé. Donc j'ai essayé de comprendre. Il s'était suicidé combien d'années avant d'avoir publié le livre ? Oh, très longtemps. Il s'est suicidé en 88. Il était marié, il avait 2 enfants. Donc il avait 31 ans. Donc c'était déjà un homme. Et moi, je pense que ça a été aussi beaucoup le point de départ de toute une réflexion sur notre histoire familiale, sur le passé, sur le poids du passé, sur notre présent. Et finalement, c'est arrivé à maturation, ça a mis des années. Et quand j'ai eu 50 ans, grosso modo, je me suis décidé qu'il fallait que je le fasse. C'est pas un peu impudique de raconter comme ça sa vie intime, sa vie personnelle quand on est un personnage public comme vous ? C'est pas impudique parce que j'ai raconté que ce que j'avais envie de raconter. Okay. J'ai pas tout raconté. Vous dites plein de choses quand même. Je dis plein de choses, mais c'est 10% de tout ce que j'avais à dire. C'était l'essentiel. C'était l'essentiel. Ok. Mais peut-être, je pense plutôt à vos parents, peut-être qu'ils ont. Parce que ce que je voulais faire. Vous savez, ce que je voulais faire, c'était pas me raconter. J'ai voulu quelque part raconter ma génération. Donc, en fait, toutes les choses qui étaient très personnelles, mais qui ajoutaient pas... Vous les avez enlevées. Au portrait que je voulais donner un peu d'une génération entière, parce que je vis en Israël. Et en Israël, des gens de ma génération, il y en a des centaines de milliers.
Quand j'étais en Belgique, on était chacun un peu isolés. Je ne savais pas qui était deuxième génération de la Shoah et qui ne l'était pas. Je ne connaissais pas l'histoire du passé des parents de mes copains à la Chaumière. Et dans l'école, je n'étais pas dans une école juive. À l'école communale, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils ont fait leurs parents pendant la guerre ou leurs grands-parents. Ils étaient collabos, ils étaient des sages, des justes, ils étaient des résistants. On ne se posait pas ce genre de questions. Nous, on vivait dans le présent. On ne vivait pas dans le passé. On ne se pose pas des questions comme ça à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Avec les années, ce sont des questions que je me suis posées. Ma mère était décédée, ma grande sœur était décédée, mon père avait publié un livre avec son récit, et moi, je ne pouvais plus contenir tout ça en moi. Et il y avait une chose que je voulais, que je savais faire, c'était raconter des histoires en bande dessinée. Donc j'ai décidé que voilà, il fallait que je me consacre à ça pour me libérer de ce poids. C'était un poids. C'était un poids. Qu'est-ce qui était un poids? Les non-dits, cette histoire, somme toute assez triste, ce manque de communication? C'était le fait que j'avais un visage que tout le monde connaissait, d'un homme toujours souriant et toujours optimiste. Tout le monde connaissait Kishka avec ses dessins marrants, avec ses scènes de foule, avec ses super caricatures. Personne ne connaissait vraiment mon histoire parce que je ne l'avais jamais racontée. Et je me suis dit que c'était intéressant, que ça allait être intéressant de la raconter, pas parce que j'avais tellement envie de parler de moi, mais parce que j'avais envie de parler d'un syndrome. Le syndrome de toute une génération qui a grandi après la Shoah, dans des familles où on ne parlait pas. La majorité des familles étaient silencieuses parce que c'était trop dur d'en parler, ou parce que c'était impossible d'en parler. Et j'ai senti, et puis aussi, il ne faut pas oublier quand même de dire qu'il y avait eu Maus, d'accord? C'est une bande dessinée américaine d'Art Spiegelman. Ça a été publié en 86. C'était quand même longtemps avant que je fasse mon livre. Et ça vous a interpellé? Vous ça m'a beaucoup interpellé. J'aimerais faire quelque chose comme ça qui ressemble. Absolument. J'ai lu Maus dès qu'il est sorti en anglais. Je n'ai pas attendu la traduction française. Et j'ai refermé cet ouvrage en disant waouh, quel courage il a eu de raconter tout ce qu'il a raconté. Non seulement comment son père a survécu, mais comment lui et son père ont vécu. Ce silence, ces mensonges, en fait, ces non-dits. Et comme ça a été compliqué. Et je me suis dit, voilà, finalement, je pense que je lui ressemble pas mal à ce Spiegelman et que peut-être qu'un jour, moi aussi, il faudra que je raconte mon histoire. Et j'ai décidé de le faire le jour où je me suis senti prêt. Et ça a mis du temps à maturer, à mûrir, à prendre forme. Alors, vous l'avez appelé deuxième génération et vous avez, à la sortie du livre, reçu de nombreux témoignages, justement, de cette deuxième génération qui a conforté un peu comme quoi vous aviez bien fait d'écrire parce que beaucoup de gens se sont reconnus. Voilà. Ça les a peut-être réconciliés, libérés. Ça m'a surpris. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup surpris, agréablement surpris. D'abord, le livre s'appelle Deuxième génération et le sous-titre, c'est « Ce que je n'ai pas dit à mon père ». Parce que c'est vrai. Parce qu'on n'en a pas parlé entre nous. Lui ne m'a pas parlé, et moi je ne lui ai pas parlé de mon ressenti, mais il l'a écrit, le sien, sur son histoire, et moi j'ai dessiné le mien, dans une histoire que j'ai racontée. Et finalement, nos deux livres ont fini par se compléter. Qu'est-ce qu'il en a pensé, votre père, quand c'est sorti? Mais je vais d'abord vous répondre à la question précédente. C'est vrai, j'ai eu des gens... Bon, j'avais déjà Facebook à l'époque, et j'ai pas mal de gens qui m'ont trouvé, grâce à Facebook, ou à mon blog, qui m'ont écrit « Merci d'avoir raconté notre histoire » ou « mon histoire ». Et ça, vraiment, ça m'a conforté dans la démarche que j'avais eue, parce que vraiment, mon but n'était pas de parler de moi. Mon but était de parler d'abord de nous quatre, frères et sœurs, de notre drame familial et de notre génération. Et je me suis rendu compte que ça a touché beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes s'y sont reconnues. Ça, c'était une chose. Et vous me demandiez comment le livre a été reçu par mon père. Bon, ma mère était déjà plus en vie, elle est décédée en 2001. Évidemment, en première lecture, ça n'a pas été simple pour lui. J'imagine. Parce qu'il y a des descriptions, il n'est pas, on va dire, sous son meilleur jour. Voilà, il est en fait, je le décris, le démontre tel qu'il est. Parce qu'en fait, ceux qui connaissent mon père le connaissent comme témoin, qui pendant 25 ans, inlassablement, jusqu'à ses 90 ans, donc c'était jusqu'à il y a 1 an et demi, est allé dans les écoles en Belgique et parfois en France ou au Luxembourg pour témoigner, raconter son histoire. Il l'a fait 517 fois, d'accord? C'est lui qui tient les comptes. Donc il sait dans quelle école il a été, en quelle année. Et il a fait 44 allers-retours avec des classes, Bruxelles, Auschwitz, Bruxelles, comme témoin accompagnateur. Donc il a véritablement voué la dernière partie de sa vie, après sa retraite, à ne faire que ça. Mais c'est aussi ça qui lui a donné
la reconnaissance qu'il a eue d'être un héros de la Shoah, d'être un témoin, d'être un homme qui a été décoré, admiré, respecté par les jeunes. Donc ça lui a aussi beaucoup apporté. Et moi, je suis son fils. Moi, je le connais de l'intérieur, je le connais différemment. C'est sûr. Et j'ai voulu montrer que voilà, mon père, voilà, il a cette partie immergée de l'iceberg que vous avez connue. Mais moi, le Henri Kichka que j'ai connu quand j'étais gosse, c'était pas celui-là, c'était un autre. C'était celui qui ne parlait pas. C'était celui qui était un mort-vivant. Et c'est un peu ça que j'ai voulu montrer à tout le monde, pour montrer en fait son histoire, comment il est passé justement de ce numéro qui aurait dû disparaître et qui retourne en Belgique et qui n'intéresse personne et qui vit dans un anonymat total jusqu'au jour où il devient témoin, jusqu'au jour où il prend la parole. Le problème pour moi étant qu'il a pris la parole le jour de l'enterrement de mon frère et que je n'étais pas prêt à l'entendre ce jour-là. Donc voilà, je raconte tout ce drame qui est le mien. Ouais, mais lui aussi, je raconte pas l'histoire de mon père. Je raconte pas l'histoire de mon père dans le livre. Non, la vôtre. Je raconte la mienne. Ouais. Et c'est pour ça souvent quand les gens disent ah t'as fait une super BD sur la Shoah, je dis c'est pas sur la Shoah, c'est sur ma génération. Ouais. Moi à la Shoah j'étais pas né, mais c'est dans l'ombre de la Shoah évidemment qu'on a grandi. Et finalement ce livre-là a absolument réouvert positivement tout notre relationnel à mon père et moi. Il a compris que c'était un livre important. Il a fini par beaucoup l'aimer, en être très fier. Et ça, c'est une très bonne chose que je pouvais pas l'imaginer, en fait. Ouais. J'étais prêt à ce qu'il l'aime pas. Je me disais, bon, bah, s'il l'aime pas, tant pis. Mais moi, c'est vital. Moi, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Ouais. Et voilà, donc, il a été, jusqu'à aujourd'hui, il est paru dans 9 langues. Et je l'ai fait en français, puis après, je l'ai traduit moi-même en hébreu, puis il est sorti dans 9 langues, dont le polonais et l'allemand. Alors, on parle d'un film, oui ou non ? Il y a un dessin animé qui est en train de se faire en France par Vera Belmont, qui est une grande metteur en scène qui s'est associée avec un studio d'animation. C'est un film qui devrait être terminé au milieu de l'année 2019, qui est une adaptation libre de deuxième génération. Et il y a un documentaire sur mon père et moi qui va sortir en Pologne et en Allemagne début 2018. Pas en France ? Après. D'accord. Alors, vous allez avoir apparemment des années à venir assez chargées, puisqu'en 2018, vous avez aussi un projet de livre qui devrait aboutir et être Absolument. Publié. Alors là, c'est un peu plus gai quand même, si je puis dire. Bah oui, je raconte mon alia. Voilà, je raconte mon alia. On va parler d'Alia. J'imagine qu'on va sourire forcément parce que tous les dessins que vous avez faits qui parlent d'Alia, qui parlent d'Israël, de la société israélienne, vous l'avez croqué sans pareil. On peut dire ça comme ça. Et vous racontez tout votre parcours, tout ce que vous venez de nous raconter aujourd'hui. Voilà, tout un parcours, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... je crois qu'on voit un dessin, une des planches. Alors c'est quoi ça ? J'explique que le jour où je suis arrivé en Israël, l'été 69, c'est aussi l'été où Neil Armstrong a marché sur la Lune. Okay. Alors lui marchait sur la Lune et moi je marchais sur la terre d'Israël. Donc chacun sa Lune. Voilà, chacun son astre. Chacun était... Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un parallèle intéressant parce que c'est l'historique de ce qui a précédé mon alia et je donne des points. Quelques points de repère. Je parle de la guerre des 6 jours, c'était ma bar mitzvah. Je parle de mon premier voyage en Israël. Je parle de la guerre de Kippour, qui est le moment où j'ai pris la décision. Et puis après, tout le reste, c'est un peu mon bilan de ces 44 années en Israël, qui est un bilan personnel, aussi politique, évidemment. Vous avez changé d'idée politique depuis que vous êtes arrivé ? Non. Vous êtes toujours resté, le cœur à gauche ? Je suis resté un homme de gauche, un homme de paix. Vous savez, je ne sais plus ce que ça veut dire la gauche. Je ne sais plus ce que ça veut dire la droite. Vous n'êtes pas le seul. Et je ne sais pas ce qu'un jeune auditeur de Radio Kalita comprend quand on dit un homme de gauche, un homme de droite. On essaye de leur expliquer. Mais si je dis un homme de paix, il y a plus de chances qu'ils comprennent. Ouais. D'accord ? Et un homme de paix qui est prêt à des concessions et à des compromis pour arriver à la paix. Voilà. Je ne peux pas résumer mon point de vue mieux que ça. Et je suis minoritaire en Israël en ce moment. Ouais. Mais ça ne me gêne pas d'être minoritaire. Qu'est-ce que vous pensez du renouveau ? Je ne pense pas que les minoritaires ont nécessairement tort. Voilà. C'est un point de vue qui se défend. Ce n'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a nécessairement raison, mais on a la force et le pouvoir d'imposer sa raison. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Et il y a beaucoup de francophones qui sont arrivés à peu près en Israël en même temps que vous, qui étaient le cœur à gauche, de gauche, qui ont beaucoup milité, etc., qui après Oslo ont changé. Après l'échec, on va dire, des accords d'Oslo, ont changé
d'opinion. Tout ça, c'est des démarches personnelles, mais bien sûr. Vous, non, ça vous a pas... Non. Non. Moi, plus ça va mal, et plus je suis conforté dans mes convictions, parce que ce qui est mes convictions, c'est quelque chose qui n'a pas été essayé encore. Et tout ce qu'on essaye, ça ne va pas dans le bon sens. Voilà, c'est mon point de vue. Et je suis prêt à le défendre, et je suis prêt à le dessiner. Et je suis prêt à ce que dans 20 ans, finalement, j'admette que j'ai eu tort. Mais pour le moment, je pense que c'est les autres qui ont tort. Mais je n'ai pas non plus de solution à proposer, parce que moi, je ne suis pas payé pour faire de la politique. Non, mais c'est sûr. Et pour parler en haut lieu, je fais des dessins. Et j'essaye en même temps de critiquer, et en même temps un peu d'amuser, et en même temps de tourner un miroir non déformant vers la société israélienne, et aussi en dehors d'Israël, qui montre un peu le pays différemment. Alors, pour finir, parce que on pourrait parler très très longtemps avec vous, sans fin, qu'est-ce qui vous reste en tête de cette Alia, vous qui êtes en train de peaufiner votre livre? J'imagine que vous avez repassé en revue des tas de souvenirs, des tas d'anecdotes. Bien sûr. Qu'est-ce qui a été la plus touchante pour vous, qui vous reste comme un petit feu, on va dire, dans l'âtre et qui brûle en vous? Je pense que c'était le moment où j'ai décidé de venir. Ça a été quelque chose. Oui, ça a été quelque chose de. Ça, il y a beaucoup. J'ai 10 réponses à cette question, d'accord? Oui, j'imagine que oui. Mais ça a été, voilà, ça a été ma rencontre avec ma femme, la naissance de nos 3 fils. Mais depuis, c'est la naissance de nos 3 petits-enfants, avec une 4e en route. Je veux dire, ce sont des éléments forts sur le plan personnel. Oui, bien sûr. Ça a été la découverte du fait que mes arrière-grands-parents étaient enterrés en Israël. Mon père ne le savait pas. Mon père ne le savait pas, que ses grands-parents étaient enterrés ici. Donc vous imaginez. Ça a été... et puis il y a eu des choses terribles. La plus terrible pour moi, ça a été l'assassinat de Rabin. Et j'en parle dans mon livre. Donc voilà, ce livre, il va s'adresser... J'espère qu'il y aura un lectorat varié au niveau de l'âge. Et il y aura des jeunes qui liront ce livre, qui n'étaient pas nés au moment de l'assassinat de Rabin, ou qui étaient trop petits pour comprendre ce qui se passait. Et ils vont un peu apprendre à travers mon livre, qui n'est pas un livre d'histoire. Je ne fais pas concurrence à Bennett. Je fais pas concurrence à Bennett. Je ne réécris pas l'histoire, moi. C'est une autre façon de découvrir la société israélienne. Il va sortir, j'imagine, dans les 2 langues, en hébreu. D'abord, il va sortir en français chez Dargaud, ouais. Qui a édité aussi 2e génération, avec la même éditrice, qui a fait un travail exceptionnel pour 2e génération, Gisèle Dehaene, et qui me suit aussi dans ce livre-là, parce qu'on a besoin d'être suivi quand on fait un livre. On a besoin d'être dirigé. On a besoin d'un regard professionnel sur ce qu'on fait pour être sûr qu'on fasse le mieux. Qu'on fasse un livre qui passera, qui sera lisible, qui sera accessible à tous. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est aussi énormément de travail. Il paraîtra dans la 2e moitié de 2018. Il sera en couleur cette fois-ci, pas en noir et blanc, parce que pour moi, Israël, c'est le pays du soleil. Bah quand même. Et la Belgique, c'était pas le pays du soleil. J'ai vu plus de ciel gris que de ciel bleu en Belgique quand même. Donc voilà, ici, il y aura de la couleur. Et puis après, je me reposerai et je réfléchirai au 3e livre. Ok, et puis on l'a dit, en 2019, un projet de dessin animé, des documentaires. Voilà. En tout cas, vous avez... et je continue à enseigner parce que ça continue à me passionner. On n'en a pas beaucoup parlé, mais vous êtes prof à Betzalel. Exact. Depuis 83. Voilà, vous avez créé, on peut dire, le département bande dessinée. C'est un cours, c'est pas un département. Ouais, c'est un cours dans le département de communication visuelle que j'ai initié en 92 et qui s'est beaucoup développé depuis. Bon, on en parlera dans le cadre, je pense, d'une autre émission de Betzalel, mais bien sûr, c'est passionnant. En plus, on a la chance d'avoir un prof de Betzalel francophone, exact. Donc pour tous ceux qui ont envie de se diriger dans une carrière artistique, oui. Et pourquoi pas étudier à Betzalel, ce sera, j'en suis sûre, passionnant. En tout cas, merci beaucoup vraiment d'être venu, de vous être livré, raconté. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de lecteurs et qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler quand le livre que vous êtes en train de... Vous savez, quand on fait des livres, il faut savoir se livrer. Quand ce sera publié, en tout cas, vous êtes le bienvenu. Avec plaisir. Pour revenir. Merci. Merci à bientôt. Cathy, au revoir, à bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.